Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République a présidé la réunion du Conseil des ministres. Au menu, le dossier des retraites militaires, la crise de la liquidité ou encore la gestion de Jamaa El-Jazair, entre autres points abordés. Les détails à suivre tout à l'heure. En prévision des prochaines législatives, les membres du Conseil de l'autorité nationale indépendante des élections installés aujourd'hui au Palais des Nations, ils avaient prêté serment jeudi dernier. L'Institut militaire de documentation, d'évaluation et de prospective du ministère de la Défense nationale a organisé ce dimanche au Cercle national de l'armée un colloque intitulé « L'après-Covid-19 vers une reconfiguration géopolitique ». Et puis le reportage de ce soir est consacré à l'hôtel Tafna de Marnia à Tlemcen. Il fait peau neuve. C'est un établissement hôtelier public ouvert dans les années 70 et qui fait l'objet d'importants travaux de réhabilitation. Aujourd'hui, il peut à nouveau accueillir ses clients en respectant les standards internationaux. Bienvenue à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce dimanche sous la présidence du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmajid Tebboune. Après avoir écouté les exposés des ministres et du secrétaire général du gouvernement à propos de projets d'ordonnance et de décrets présidentiels et après examen et approbation, le président de la République a donné des instructions précises aux ministres concernés sur les points suivants. Premièrement, la réforme de la loi sur les retraites militaires. Le président de la République a insisté sur l'importance de ce texte pour adapter le système des retraites militaires et garantir sa pérennité, en plus de consacrer le traitement, plutôt un traitement équitable à tous les recours introduits pour ce qui est de l'incapacité, le handicap et les radiés pour fin de contrat, tout en insistant sur son engagement à prendre en charge toutes les préoccupations dans ce sens, en se référant aux valeurs de reconnaissance envers tous les sacrifices qu'ils ont consentis. Concernant l'organisation régionale du pays, le président de la République a insisté sur l'importance de poursuivre l'opération de transfert total des prérogatives aux wilayas nouvellement créées d'ici la fin de l'année en cours et achever tous les préparatifs qui concernent les administrations, les structures de base pour garantir le fonctionnement total de ces wilayas et réaliser l'objectif escompté, à savoir le rapprochement de l'administration du citoyen. Il a été question également de la préparation des élections législatives prochaines. Le président de la République a insisté sur la nécessité de mettre tous les moyens financiers et matériels sous l'autorité de l'ANI pour lui permettre d'accomplir sa mission dans les meilleures conditions. Le président avait instruit aussi à l'effet de prendre toutes les mesures administratives et financières concernant le soutien et l'encouragement de la participation des jeunes à ce rendez-vous électoral pour concrétiser un vote démocratique qui exprime le vrai changement. Garantir aussi la gratuité des salles et des affiches publicitaires et leur impression en faveur des candidats parmi les jeunes et charger les services de wilaya de mettre en place les mécanismes administratifs adéquats. Lors de cette réunion, il a été question aussi de la préparation du mois sacré de Ramadan. Le président de la République a instruit de poursuivre les préparatifs à l'occasion de ce mois sacré, en insistant particulièrement sur ce qui suit. D'abord, la nécessité de différencier sur les étals commerciaux à travers tous les espaces entre les viandes produites localement et celles importées. Autoriser exceptionnellement durant le mois sacré de Ramadan d'importer les viandes surgelées par des importateurs actifs dans toutes les wilayas. Multiplier aussi les opérations de contrôle composées de la Sûreté nationale et des éléments et des agents de commerce pour débusquer les stockages frauduleux des viandes afin d'agir sur le prix. Cinquièmement,
Et concernant le secteur de la poste, le président de la République a ordonné la fermeture des comptes concernant les registres de commerce et interdire leur ouverture au niveau d'Algérie Post pour les orienter exclusivement vers les banques afin de solutionner le problème de liquidité. Et permettre exceptionnellement également l'ouverture de comptes postaux pour les commerçants des régions sud ne disposant pas d'agences bancaires sur place. Pour ce qui est de l'Observatoire national de la société civile, le président de la République a valorisé la préparation de ce projet, le considérant comme l'un des plus importants fondements du changement qui permettra aux différentes forces vives de la société de s'organiser et de s'exprimer sur ses préoccupations et ses propositions pour développer la participation de la société civile dans la gestion des affaires publiques. Le président a ordonné d'exécuter ce projet en promulguant des textes de ce décret pour l'installation de l'Observatoire national de la société civile dans les plus brefs délais. Il a été question aussi de l'organisation et le fonctionnement de Jamaa al-Jazair. Le président de la République, à ce propos, a ordonné la mise en place d'un comité provisoire pour la gestion de Jamaa al-Jazair en attendant de parachever le plan final de sa gestion. Le président de la République a chargé l'Agence nationale pour la gestion de Jamaa al-Jazair d'accomplir les travaux d'entretien en lui accordant les prérogatives de faire appel aux meilleurs spécialistes nationaux ou étrangers. Le président a ordonné aussi de présenter des propositions à propos des entreprises candidates pour l'entretien de Jamaa al-Jazair lors de la prochaine réunion périodique du Conseil des ministres. Le Haut Conseil de la jeunesse, également au menu de cette réunion, le président de la République a chargé le gouvernement de réexaminer de manière approfondie le projet en question en fixant les missions et l'organisation de ce Conseil pour y inclure tous les mécanismes adéquats pour optimiser cet espace et le rendre crédible pour représenter les jeunes et renforcer leurs compétences afin d'assumer les responsabilités publiques et imprégner surtout les jeunes de la culture de la démocratie. Le Haut Conseil de la jeunesse devra faire office d'un réel parlement pour les jeunes et une pépinière pour la formation politique, en particulier pour les universitaires, pour que ces derniers participent dans la prise de décisions importantes pour l'avenir du pays. Enfin, et concernant le secteur de la santé, le président de la République a ordonné l'envoi d'une délégation ministérielle composée de ministres des Finances, le ministre des Ressources en eau et le ministre de l'Environnement aux wilayas du sud du pays, les wilayas de Taman Rasset notamment et d'Adrar, pour s'enquérir de la situation environnementale et faire une évaluation des dangers dus à la stagnation des eaux usées et des répercussions sur les nappes phréatiques dans cette région du pays. Mettre en place aussi une stratégie urgente pour mettre fin aux dangers de l'impact des eaux usées sur la nappe phréatique dans le sud. Et puis enfin, le Conseil des ministres a approuvé des décisions comprenant la nomination et la fin de fonction pour les hauts responsables de l'État. Voilà donc le contenu de cette réunion présidée aujourd'hui par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, pour cette réunion de dimanche consacrée à plusieurs points. Les membres du Conseil de l'autorité nationale indépendante des élections installés aujourd'hui au Palais des Nations. Jeudi dernier, il faut rappeler, le président de l'autorité nationale, Mohamed Charfi, avait prêté serment ainsi que les membres de son conseil à la Cour d'Alger pour entamer officiellement leur travail, notamment la préparation des prochaines élections législatives. Yamina Seydji. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Chorfi, a procédé aujourd'hui à l'installation des membres de l'ANI. À cette occasion, Mohamed Chorfi a mis en avant la démarche de l'ANI visant à renforcer la démocratie et à conférer la légitimité constitutionnelle. Nous sommes en phase d'entreprendre les premières élections législatives. Nous aspirons à renforcer la démocratie et à conférer la légitimité constitutionnelle sur la scène politique. Lors d'une conférence de presse, le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Chorfi, a affirmé que plus de 1000 postulants avaient retiré leur dossier de candidature entre partis politiques et listes indépendantes pour les élections législatives. Plus de 680, environ 700 à la date d'hier soir, dossiers de candidature ont été retirés par les partis politiques. Et environ la moitié, environ 300, par les listes indépendantes. Lorsqu'on sait que les partis politiques ont une présence territoriale nationale et que les listes indépendantes ont une présence
territoriale limitée à la circonscription électorale. On comprend que l'engouement politique et citoyen est très grand. La classe politique et à tous les candidats et aux citoyens de façon générale pour que cette élection soit réellement le départ d'une véritable compétition démocratique pour l'accession au pouvoir. L'ANI a entamé les préparatifs en prévision de ces échéances avec un nouveau mode électoral qui permettra de garantir à la fois une concurrence loyale et transparente. Dans le cadre de l'exécution du programme des activités scientifiques au titre de l'année 2020-2021, l'Institut militaire de documentation, d'évaluation et de prospective au ministère de la Défense nationale a organisé aujourd'hui au Cercle national de l'armée un colloque intitulé « L'après-Covid-19 vers une reconfiguration géopolitique ». Adel Sadouna. Les travaux de ce colloque ouvert par le général-major Mohamed Qaïdi, chef du département emploi-préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, ont vu la participation de cadres de l'armée nationale populaire, de chercheurs universitaires et de représentants de structures de formation du ministère de la Défense nationale, en présence des attachés militaires accrédités en Algérie. L'organisation de ce colloque est une opportunité pour mettre la lumière sur les différents aspects de la pandémie et son impact sur les relations internationales dans les différents secteurs, à l'ombre des circonstances exceptionnelles ayant marqué et qui affectent encore aujourd'hui notre pays à l'instar de la majorité des pays du monde. Durant cette manifestation scientifique, plusieurs interventions ont été animées par des experts et des professeurs des secteurs de la santé, de la politique et de l'économie, à travers lesquels l'accent a été mis sur les différentes dimensions que revêt la pandémie, notamment la reconfiguration de la scène géopolitique et géoéconomique internationale et régionale post-Covid-19 et les mutations géopolitiques et économiques engendrées par la pandémie, en engageant la réflexion sur les dispositions et les mesures à prendre afin de s'adapter à la situation après Covid-19. Nous parlons ce soir de la journée mondiale consacrée à l'arbre. Et quelle meilleure façon de parler de cette journée que d'évoquer le barrage vert. Le barrage vert, sa relance est effective dans notre pays. Elle est même palpable sur le terrain. Nous avons pu le constater de visu à Khanchla notamment, où notre équipe a eu la latitude de visiter plusieurs petites localités, où le projet de relance du barrage vert est effectif sur le terrain pour le développement de plusieurs espèces d'arbres fruitiers notamment. Reportage Ibtissam Bdjaoui, le récit de Nakhla Larbi. Il a fallu pour le relancer un plan d'action basé sur une nouvelle vision de développement. C'est fait. Le barrage vert, ce projet agroécologique de reboisement est en voie de réhabilitation. Le plan d'action multisectoriel devrait permettre d'étendre la superficie végétale de 3,7 millions d'hectares actuellement à 4,7 millions à l'horizon 2035. À Khanchla, dans cette région au climat subtropical humide, nos équipes ont rencontré ceux qui ont pour mission de remettre sur pied dans cette wilaya, en l'occurrence, cet important projet. La réhabilitation du barrage vert se fera à travers d'importantes opérations sur une superficie de 14 000 hectares. Le deuxième axe porte sur son extension sur une superficie de 8 000 hectares. Le dernier axe porte sur l'extension des plaines agro-pastorales à une superficie de 114 000 hectares. Il est d'autre part prévu d'impliquer les habitants de cette région dans la gestion des ressources naturelles. Viré à Taberdga, dans ce pittoresque village touristique de la commune de Chécha, 300 hectares de figuiers, de barbarie et des milliers d'oliviers ont été plantés dans le cadre de ce projet. Dernière halte au cœur du barrage vert dans cette région abrupte de Gloatrab de la commune de Belediyet Khiran. Ici, les arbres fruitiers ponctuent les rives de Oued El Arab. Nous sommes dans la plus vaste aire du barrage vert. Cette région est un pôle agricole par excellence. Nous avons enregistré une croissance notable de toutes les espèces d'arbres fruitiers situés sur les deux rives de l'Oued. Cela à la faveur de la profusion des ressources hydriques, mais pas que. Les familles vivant in situ ont largement participé à ce développement, ce qui a permis de stabiliser et développer cette région. Nous ne pouvons qu'encourager tous les producteurs qui ont impulsé cette dynamique de développement.
Cette relance est engagée dans plusieurs wilayas, faisant que le barrage vert ne soit plus qu'un simple rempart contre la désertification, mais bien plus. L'objectif est aussi d'améliorer les conditions de vie des populations des localités concernées par la plantation de plusieurs espèces d'arbres et d'encourager par là même les activités agricoles et artisanales. Et on parle plutôt de la célébration de la journée nationale de l'arbre et non pas la journée mondiale. C'est une maladresse que vous m'excuserez bien sûr. Alors la journée nationale de l'arbre avec le lancement notamment d'une campagne de nettoyage et de reboisement à travers tout le territoire national. L'exemple dans la forêt de Zemouri à Ralizane, différentes espèces y ont été plantées. Camélia Melala. Agents du service des forêts et entrepreneurs se serrent les coudes pour préserver les forêts de Zemoura à Ralizane contre un éventuel incendie. Des mesures préventives ont été mises en place à travers des opérations de nettoyage et de reconstitution du paysage. Cette opération préventive consiste également à placer des tunnels anti-incendie et à ouvrir des chemins de secours à travers les importantes masses forestières. Il faut savoir que notre direction a tracé un programme spécial pour soutenir les petites entreprises qui ont bénéficié de l'aide de l'ANSEJ et de la CNAC. Justement, Abdelhakim, ce jeune entrepreneur a bénéficié d'un crédit ANSEJ pour ouvrir son propre entreprise spécialisée dans la préservation et la protection des forêts contre les incendies, un projet qui lui a permis d'exercer son métier et de générer des postes d'emploi. Je me suis lancée dans ce domaine en 2018 et j'ai pu actuellement recruter bon nombre de jeunes de la région. Aujourd'hui, nous avons lancé une campagne de reboisement et de nettoyage en collaboration avec la direction des forêts de la wilaya de Ralizane. Je suis restée longtemps en chômage, mais Dieu merci, aujourd'hui, j'ai un emploi. Il faut dire que l'intérêt de l'État se manifeste par l'introduction de mesures visant à encourager et à faciliter la création d'activités par les jeunes porteurs de projets, et ce par le biais de l'ANSEJ et la CNAC, qui jouent un rôle d'accompagnateur en offrant notamment aux demandeurs d'emploi diverses prestations pour faciliter l'insertion professionnelle. La forêt de Bougara s'étend sur une superficie de 260 hectares, une forêt dense. Elle est riche de plusieurs espèces faunistiques et floristiques. C'est un véritable laboratoire de recherche pour les étudiants en botanique. Un parc a été consacré à la culture expérimentale d'arbres et d'arbustes. Un arboretum conçu également comme un espace paysager ouvert également aux touristes. Yasmine Massaoudi. Laboratoire à ciel ouvert, la forêt de Bougara est un véritable écrin de verdure. Une forêt qui se distingue de par sa richesse faunistique et floristique sur plus de 260 hectares. Un atelier de recherche pour de nombreux étudiants et chercheurs du pays avec des espèces rares qui font l'objet de différentes expérimentations. Si nous sommes ici, c'est pour étudier les différentes espèces végétales et comment en prendre soin. Les étudiants effectuent des travaux pratiques. Nous essayons de les sensibiliser pour qu'ils prennent soin de ces espèces dans le cadre de leurs travaux futurs. Les services forestiers de Bougara œuvrent à la préservation et à la conservation des nombreuses espèces végétales de la forêt, notamment dans cet arboretum. Au niveau de cet arboretum, poussent des espèces rares d'arbres, de plantes, mais pas seulement. Grâce à ces différentes plantations, nous pouvons effectuer des opérations de reboisement sur tout le périmètre. Un site exceptionnel qui dispose d'une importante biodiversité, une bouffée d'oxygène pour les personnes en quête de quiétude. On parle également de cette découverte exceptionnelle qui a été faite à Constantine lors de sa prospection et forage pour irriguer ses terres. Un agriculteur de la commune de Ouled Rahmoun, dans la wilaya de Constantine, a été surpris de voir surgir non pas de l'eau, mais un liquide noir. Il s'agit de pétrole. L'agriculteur a contacté les autorités concernées qui ont pu identifier et confirmer qu'il s'agissait bien de l'or noir. Une affaire à suivre, bien sûr. Yvette Maillot, sœur du martyr de la révolution algérienne Henri Maillot, décédée hier au CHU Mustapha Bacha à l'âge de 94 ans.
Yvette Maillot, connue pour son engagement et son action pour l'indépendance de l'Algérie, a fait partie de cette famille de fervents militants et défenseurs de la cause nationale, dont le plus célèbre fut son frère, Henri Maillot, tombé au champ d'honneur en 1956. La défunte a été inhumée aujourd'hui au cimetière chrétien de Diar Saada à El Madania. Le bilan Covid pour ce dimanche, toujours sous la barre des 100 cas, 91 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 93 guérisons, 2 décès malheureusement enregistrés encore ces dernières 24 heures, selon le porte-parole du comité scientifique de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamal Foura. Je vous invite à l'écouter. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants: 91 nouveaux cas, 153 nouveaux patients, 93 patients guéris, 10 patients en soins intensifs et 2 décès. Avec la déclaration de 91 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures reste toujours inférieure à 1 cas pour 100 000 habitants. Il faut savoir que 24 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 22 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et seulement 2 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 2 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations, leur nombre est de 153 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 80 659 patients guéris depuis le début, dont 93 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 10 patients hospitalisés en soins intensifs. Le dossier du Sahara occidental, 2 infos à retenir ce soir. D'abord, qui concerne la reconnaissance par l'ex-président américain Donald Trump de la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Eh bien, cette décision n'a aucune base légale et peut être légalement annulée par le nouveau président américain. C'est ce que soutiennent dans un rapport publié récemment l'organisation Global Liberty Alliance Rule et le Fonds de défense de la loi. Le rapport intitulé Accord d'Abraham et le Sahara occidental, rendu public par l'université George Mason en Virginie, considère unilatérale et contradictoire avec le droit international cette proclamation faite par Donald Trump le 10 décembre dernier en échange de la normalisation des relations entre le régime marocain et l'entité sioniste alliée des États-Unis. Notez également que l'Union africaine ne transigera pas avec le Royaume du Maroc qui rejette les efforts africains de règlement du conflit au Sahara occidental. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique au Kenya, Bahelmad Abdallah, estimant que le Maroc est face à 2 options: participer au processus politique ou s'isoler à nouveau sur la scène africaine. Pour parler de l'Afrique, justement, l'actualité en Afrique, en bref ce soir, est signée Naïma Chekchek. Dans le centre de l'Afrique, au Congo-Brazzaville, 6 candidats sont en lice pour la présidentielle face au président Denis Sassou Nguesso, 77 ans, qui prétend à un nouveau mandat après en avoir effectué plusieurs qui l'ont placé plus d'une trentaine d'années depuis les années 90 à la tête du pouvoir. Son principal adversaire, l'opposant Guy Brice Colelas, testé positif au Covid-19 ce vendredi, a été évacué en France pour se soigner. Parmi les autres candidats figure l'ancien ministre des Finances, Mathias Zone. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé, lui, toutes les parties prenantes à œuvrer en faveur d'un processus électoral apaisé, quand on sait qu'une guerre civile avait éclaté en 2015 en raison d'issues malheureuses post-élection présidentielle. À l'est de l'Afrique, de nombreux Tanzaniens ont rendu hommage hier à Dar es Salaam à leur président défunt John Magufuli, décédé subitement après une maladie. Le cercueil du président est également emmené dans d'autres régions du pays pour des hommages similaires. C'est la vice-présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, qui succède au défunt président, devenant ainsi la première femme à diriger ce pays d'Afrique de l'Est. Entreprendre à tout prix contre vents et marées en faisant un pied de nez à la Covid-19. Sophia, une Britannique de Londres, l'a fait. Confinée chez elle en mars dernier, elle n'a pas perdu son temps et s'est lancée dans le pain au levain. 1 an plus tard, elle possède sa propre boulangerie à Londres qui ne désemplit pas. J'y avais toujours pensé, mais sans oser le faire, dit-elle. On revient en Algérie pour parler de l'hôtel Tafna de Marnia à Tlemcen qui fait peau neuve. C'est un établissement hôtelier public ouvert dans les années 70 et qui a fait l'objet d'importants travaux de réhabilitation. Aujourd'hui, il peut à nouveau accueillir ses clients en respectant les standards internationaux. Le reportage sur place, signé Saïd Amayouf.
L'établissement hôtelier La Tafna dans la région de Marnia, à l'extrême ouest du pays, a fait l'objet ces dernières années d'une opération de réhabilitation s'étant avérée plus qu'indispensable et pour cause, l'ouverture de l'établissement remonte à l'an 1975. L'établissement La Tafna relevant de l'EGTT sous la coupe du groupe HTT, Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme, comprend 48 chambres avec 2 chambres pour personnes à mobilité réduite. Il est situé dans la bande frontalière et draine un nombre important de visiteurs et de touristes. Consciente de la nécessité de soigner la qualité de service en mettant à niveau et en modernisant ses structures d'accueil, l'entreprise de gestion touristique de Tlemcen, EGTT, a lancé un vaste programme de restauration de ses infrastructures touristiques. Le GT Tlemcen recèle au sein de son patrimoine 3 hôtels urbains et 4 stations thermales. Le GT Tlemcen elle recèle 50% des portefeuilles thermalisme au niveau du groupe HTT. Le GT de Tlemcen a bénéficié d'un crédit, d'un emprunt bancaire pour la réhabilitation et la remise à niveau de ces établissements touristiques conformément au programme de l'État algérien. Une mise à niveau qui, au bout de l'effort, a abouti à un établissement hôtelier conforme aux normes internationales où confort rime avec tranquillité et quiétude. Mais je préfère venir passer la nuit. Je trouve le séjour agréable, c'est propre, on est bien accueillis. Je découvre cet hôtel, je trouve qu'il est vraiment bien, d'abord bien situé, ensuite le service est impeccable. Les chambres sont très propres, l'endroit est agréable et c'est un hôtel, je dirais, qui n'a rien à envier aux grands hôtels européens. À la Tafna, la tradition est toujours à l'honneur et elles sont nombreuses les occasions où l'habit traditionnel et le rituel du henné s'affichent au grand jour. وتربوزي بيان تجي باش تصولاجي باش بعدي للحس هنا ما كانش فريمون الحس كل شيء كالم. Chaque mariée elle sort avec le henné avec شدة تلمسانيين. C'est شدة تلمسانيين, c'est ça, شدة تلمسانيين. À part de perles. Bon, c'est à base de perles, de vraies perles actuellement. Bon, de vraies perles. Il y a comment ça on l'appelle zerrouf. C'est un zerrouf. Il y a là le jbin. Ça, c'est l'ounaïs. C'est un truc l'ounaïs. Là, c'est l'abrouq. La promotion de la destination Algérie passe inéluctablement par des infrastructures hôtelières dignes du nom. On termine avec le foot. Pour vous dire qu'en prévision des 2 matchs officiels que disputera la sélection nationale durant ce mois de mars, d'abord jeudi 25 mars à Lusaka face à la Zambie et ensuite le lundi 29 mars à Blida face au Botswana pour le compte des éliminatoires de la CAN 2022. Le sélectionneur national Jamel Belmadi a dévoilé ce dimanche après-midi la liste de 28 joueurs. Alors on notera la convocation pour la première fois chez les Verts de 3 joueurs, à savoir Ahmed Touba, Ramiz Zarouki et Noufel Khassef. Derfellou, Ghazel, Zafan, Belaïli, Soudani et Slimani font le retour en sélection alors que Hleimia, Zarqan, Brahimi, Aribi et Delors ont été écartés de ce stage par le coach national. Et puis enfin, Atal, Boudaoui, Ounès et Fares sont actuellement blessés et forfaits pour ces 2 rencontres à venir. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.